le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Ta-ta-tam. Allez, bonjour à tous, on se retrouve, aïe, ce n'est pas le mercredi, et oui, c'est le jeudi 14 décembre, au lieu du mercredi 13 décembre, remboursé, bah oui, mais vous payez pas. Ah, merde. Voilà, podcast enregistré le jeudi, et bien, comme ça, vous n'avez pas eu votre dose du mercredi, et vous avez tous pu prouver à votre entourage que vous n'étiez pas un drogué, puisque vous étiez capable de vous passer de votre consommation du mercredi, et en fait c'est un habile stratagème puisque hop, le podcast arrive le jeudi. Je bois un délicieux café qui m'a été servi par François de Nolio, puisque j'enregistre ce podcast depuis le siège social de Nolio aujourd'hui, afin de signer évidemment un contrat juteux. Voilà, on est à l'heure actuelle en train de rebadger ma voiture, donc un modeste Porsche Cayenne, de le rebadger avec les autocollants qui seront absolument magnifiques aux couleurs de Nolio. Donc la photo sortira incessamment sous peu. Voilà, le Citroën C5 Break Ducal va être retravaillé et en plus l'image est magnifique puisqu'elle a été dessinée à partir d'une photo de moi, ce qui est du coup intéressant. C'est un logo qui a de la gueule. Voilà. Enfin, c'est d'ailleurs plus qu'un logo puisqu'il va faire le bordel va faire la taille de la voiture. Alors, passé ces légers détails, podcast numéro 291 avec une question qui nous est proposée par un patriote suisse. Du coup, n'hésitez pas à lui demander de l'argent puisque comme n'importe quel Suisse, il a un train de vie qui est au moins 2 fois meilleur que celui d'un Français. Joseph Beautreson qui nous pose la question suivante. Le duc de Savoie est-il trop con pour s'auto-entraîner ? Alors, il n'a pas formulé les mots comme ça, parce qu'il a trop de respect, mais c'est vrai, après 6e année 5e année de podcast, c'est vrai qu'en m'écoutant, tu peux te dire, mais en fait, le gars peut s'auto-entraîner. C'est peut-être possible, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne peux pas le faire. Alors, pas parce que j'ai pas de diplôme, puisque d'un point de vue légal, on s'en fout pour s'auto-entraîner, mais n'importe qui peut décider soi-même de s'entraîner, il n'y a aucun problème. Mais vous allez voir pourquoi ce n'est pas forcément, même si vous êtes quelqu'un de très très intelligent, ce que je suis pas forcément pertinent de s'auto-entraîner. Nous allons donc démarrer l'introduction, puisque ces 3 premières minutes n'en faisaient pas partie, avec des remerciements aux nouveaux patriotes. Chaque semaine, bien sûr, la Ducarmi gonfle ses rangs, et l'UTMB tremble. Pourquoi ? Parce que bientôt la Duc Côte arrive. Non, je plaisante. Parce que c'était déjà exceptionnel Notre-Dame de la Gorge l'an dernier avec seulement une poignée de patriotes. Imaginez si on en ramène le double cette année. L'ONF sur le qui-vive au sniper dans la forêt pour vous débusquer avec vos drapeaux Ducarmi. Voilà, l'ONF qui tremble, bien sûr, suite aux commandes exceptionnelles de fumigène que nous allons faire. L'ONF qui tremblera sans doute face aux 4 corps des Alpes que nous mettrons dans la forêt, face aux 5 sonos branchés sur des groupes électrogènes qui tourneront dans les arbres. Voilà, l'ONF vraiment qui s'inquiète beaucoup des encouragements de la Ducarmi envers son souverain l'an prochain sur l'UTMB 2024, puisque les rangs grossissent à vue d'œil. Bon, c'est pas vrai, il diminue aussi un peu, mais nous laissons les gens tranquilles. On célèbre uniquement ceux qui rentrent dans le game. Fabrice Arène, Antoine Douté, Adrien Pestel, Christopher Mortier, Thibaut Schirmer, Tom Paillasson, Quentin Jean-Jean, c'est un retour. C'est un retour de Quentin, il revient dans le match. Ronan Corbel, Jean-Louis Moréac et Thibaut Paoli. Voilà, ça c'était de ce matin. Voilà, Thibaut, t'as failli être cité la semaine prochaine, mais vu que j'enregistre le jeudi, hop, c'est pour toi. Alors, tiens, j'ai une nouvelle commande de t-shirt ce matin, et je crois qu'il n'en reste plus que 2. Du coup, il doit rester une taille L chez les femmes et une taille XL chez les hommes. Voilà. Mardi prochain, je serai
dans l'atelier Caprin. Donc les t-shirts, en fait, c'est pas vraiment du Made in France, c'est du Made in Savoie, puisque l'atelier est à Albertville. Voilà, ville olympique, 1992. 1992, année olympique, en Savoie. Le duc de Savoie est né le 21 avril 1992. Voilà, beaucoup de coïncidences tout de même, vous ne trouvez pas? Donc je vous ferai les petits colis ce mardi. Ils sont déjà prêts. Il n'y a plus qu'à insérer le t-shirt à l'intérieur et vous les aurez. Allez, d'un point de vue speaker, qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Eh bien, dès demain, du coup. Dès demain, je reviens dans la très très belle ville de Grenoble, au Stade des Alpes, pour animer le match de rugby. Alors, c'est très très protocolaire, un match de rugby, on ne raconte pas n'importe quoi, on n'a même pas le droit de parler en fait pendant le match, hormis les essais, les pénalités, les cartons et les remplacements. Le reste du temps, silence, et on laisse le match se dérouler. Mais voilà, si vous voulez m'entendre faire la promotion de Tomorrowland ou de choses comme ça lors de la mi-temps, n'hésitez pas à venir demain au Stade des Alpes à Grenoble. Je sais qu'il y a pas mal de patriotes grenoblois. Et puis samedi, nous irons à Saint-Hilaire-de-Brin. Alors si tu connais pas, c'est normal. Pour animer une petite nocturne. Alors il n'y aura pas de classement, c'est uniquement festif. Il y aura une énorme tombola où on remettra les lots en mangeant un délicieux repas sitôt la petite nocturne terminée. Donc là, ça va être une animation bon enfant. Et puis dimanche, rien du tout. Hein. C'est quand même dimanche 17 décembre, on va commencer à se calmer. Et on ira faire du seuil au club. Allez, qu'est-ce que je voulais rajouter dans cette petite introduction ? C'est justement le Patreon qui, évidemment, plus de gens sont inscrits, plus ils gagnent en qualité, production, etc. Et en fait, pour celles et ceux qui me suivent au quotidien, vous le savez, l'emploi du temps c'est rempli. L'emploi du temps s'est rempli et il n'y a plus de cases vides. Ou alors il faudrait que je cesse mes rapports avec ma famille et que je mette un terme à ma relation de couple également, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée d'un point de vue équilibre social. Donc nous allons partir du constat que l'emploi du temps est rempli. Et vous allez m'alpaguer en me disant, mais pourquoi diable m'inscrirais-je à un Patreon puisque la cagnotte va augmenter et tu ne vas pas augmenter le contenu. Oui, mais j'augmente la qualité. Et oui, vous le voyez, les interviews du lundi commencent à être presque des vrais podcasts, puisqu'on a à chaque fois des invités de grande qualité que je peux aller chercher via justement un paiement. Un don en argent. Alors, bon, certains parfois le refusent, comme Beignat ce lundi, Beignat Marmissol, qui était presque choqué que je lui propose de l'argent pour faire une interview, mais je lui ai dit, mais oui, mais Beignat, moi derrière, je mets ça sur un blog payant, donc il est bien normal que tu sois rétribué, puisque en fait, c'est grâce à toi, finalement, que, tu vois. Et bon, il a pas voulu, il m'a dit, quand je viendrai en Savoie, on fera un repas ensemble et ça m'ira très très bien. Eh bien, écoute... Beignat, j'ai d'excellentes adresses de restaurants, donc tu auras un choix absolument immense et nous irons nous régaler tous les deux, et je pense que les autres convives du restaurant vont en avoir pour leur argent, puisque et lui et moi nous parlons très très fort et nous sommes des gens de sang chaud, donc l'interview était animée ce lundi, elle était extrêmement plaisante. Et ça fait du bien, voilà, de parler aussi parfois avec des gens qui changent de ton. Voilà, moi j'adore. Là, tu sais que tu parles avec quelqu'un de réel. Ouais, il y a aussi les interviews des team managers. Voilà, c'est des gens qu'on va chercher, qui en fait ont 50 000 casquettes. Voilà, c'est pas tout à fait facile à obtenir. Ça, c'est le vendredi pour les articles entre guillemets intelligents. Et là, on est sur les gros, hein, on est sur les gros poissons là en ce moment. Je vous en ai trouvé d'autres. Je vous ai trouvé aussi des team managers qui en fait vont nous raconter pourquoi telle ou telle aventure a pas été possible. Hein. Des fois, on dit et ben voilà, vous allez comprendre pourquoi.
La cérémonie début janvier des 12 travaux du Duc qui s'est déroulée en 2023. Nous allons récompenser les meilleurs. J'ai mis des très gros lots. Les articles de Nico qui reprennent. Et oui, vous le savez, en hiver 2020-2021, Nicolas Martin nous a fait des très bons articles sur le sport, le trail, tout ça. Et on en a fait un e-book après, parce que là, c'est moi qui prenais le relais un peu, tu vois, en mode auto-entrepreneur. Et il a été dur de produire cet e-book en livre, parce que Nico voulait le perfectionner, relire des articles, refaire des trucs, des machins. Puis moi, j'ai dit, en fait, on n'a pas parlé de l'ultra, c'est dommage, il faut rajouter l'ultra et tout. Et du coup, article par article, nous allons effectuer le même procédé afin de d'abord vous régaler sur Patreon via des articles uniques. Et ensuite, hop, le mixeur Ferrari arrive et on passe à l'impression, mais là, on vous parle de quelque chose, voilà, ce sera pour vos enfants. Comme ça, au lieu d'avoir Babar, ils auront la préparation physique selon Nicolas Martin, et je pense qu'à 4 ans, c'est une lecture qui est tout à fait saine et enrichissante. Allez, on va s'arrêter là pour le podcast. Je voulais rappeler à la secte des végétariens qui s'en sont pris à Bertrand Soulier, qu'on attend toujours les prises de sang en pièces jointes de leurs emails absolument navrants, mais visiblement, je sais pas, ils ont pas assez de réseau ou la pièce jointe ne se charge pas, mais nous n'avons toujours pas les preuves de ce qu'ils avancent, puisqu'il y a quand même eu une vidéo YouTube d'un énorme guignol dont je ne me souviens pas le pseudo, parce qu'évidemment il poste pas avec son nom, qui nous disait que finalement il suffisait d'y croire pour y arriver. Alors j'ai trouvé ça fantastique. Je pense que toutes les femmes ou certains hommes comme moi qui ont beaucoup de mal à avoir des réserves en fer sont contents d'apprendre qu'en fait il suffit d'y croire pour que les réserves se remplissent. En bouffant de la salade, putain, c'était exceptionnel ça. Et voilà, il y avait beaucoup d'autres. Les commentaires étaient magnifiques, donc c'est parce que ça serait vraiment une secte. Ce qui est dommage, parce que ça part d'une très très bonne intention. Et moi-même, j'avais essayé d'être végétarien, et puis finalement, j'ai remis un petit peu beaucoup même maintenant, de proportion animale dans mon alimentation, même si on passe quand même la majeure partie du temps par des œufs et du fromage, où là la bête a pas été trop torturée en principe, même si vous aurez toujours des gens qui vous affirment l'inverse. Voilà, malheureusement, il a fallu remettre un peu de viande quand même dans le bordel. Et par contre, fort heureusement, quand on en mange des petites doses entre guillemets pour subvenir à ses besoins, ce qui est réel. Donc là, j'ai encore une prise de sang qui va sortir et je pourrais mettre en PLS n'importe quel bonimenteur. Après, c'est sûr, c'est des trucs qui coûtent 300 balles, puis ça te met face à ton caca, tu vois, quand t'as fait de la merde pendant 2 ans en bouffant n'importe quoi. Donc ça, les gens ont pas envie de faire ça, forcément. Et quand tu en manges 2 ou 3 fois par semaine, eh bien, tu as le budget pour acheter quelque chose de qualité, pas forcément nutritionnellement parlant, mais voilà, tu sais que la bête a été bien élevée. Alors par contre, forcément, à un moment donné, on l'a abattue, mais au moins, elle a une belle vie. Voilà. Et tu manges pas du porc chinois qui a été élevé en batterie dans des usines en béton. Enfin là, ça me fend le cœur. À chaque fois que quelqu'un en met une vidéo sur Twitter, par exemple, c'est absolument atroce, bien sûr. Et à aucun moment on cautionnera ça. Jamais, never, never. Mais vous le savez, pour celles et ceux qui m'entourent, on a un patriote, Yves Delaunay, qui est éleveur. Et quand tu l'écoutes te raconter son métier, tu comprends pas pourquoi il faudrait qu'on se prive tous de viande. Déjà, le point de vue écologique est grotesque. On avait fait 2 podcasts pour balayer ça. Évidemment, en face, on n'a eu aucun argument, à part des gens qui criaient dans tous les sens. Mais ça, c'est pas des arguments de crier très fort. Et voilà, et vous avez d'autres éleveurs sans doute proches de chez vous, sauf si vous habitez Paris intramuros, il y a pas de la bébête, elle est pas là. Mais sinon, pour tous ceux qui sont dans des coins un peu campagnards, vous devriez trouver facilement, moi, ma coopérative, il y a 2 fermiers qui sont éleveurs, vous devriez trouver facilement de quoi vous substanter. Et toujours pour parler un petit peu de ce qu'il y a autour de Chambéry, donc là, ça y est, l'introduction, elle est partie en couille. Et pour parler toujours de ce qu'il y a autour de Chambéry, eh bien, vous avez la coopérative Côté Fermier, et vous avez un éleveur de Haute-Savoie, alors, je sais plus ce que c'est le bled, parce qu'évidemment, c'est des noms où il y a 3 habitants, donc tu te souviens jamais, qui vend sa viande à Côté Fermier.
Et j'ai été très étonné en fait de trouver les mêmes tarifs chez cet éleveur. Donc on est sur des 20-25 euros le kilo. Et en fait, vous allez à Leclerc, qui est à côté de Côté Fermier. Donc je ne me cache pas, moi je fais un double, tu vois, je fais un grand chelem. J'arrive et je vais au Leclerc acheter tout ce qu'on trouve pas dans les coopératives, le chocolat, le papier toilette. On n'a encore pas de papier toilette en coopérative, malheureusement. Et puis 2-3 autres bricoles. Et puis après, fruits, légumes. Là, on passe à la coop. Et en fait, l'écart de prix s'est resserré. Et sur certains produits, on est même arrivé à une égalité, ce qui est absolument incroyable. Donc, tant mieux. Tant mieux. Bref, on a bien rigolé. Bertrand Soulier, le pauvre, en plus, il est tout gentil, Bertrand, là, dans son podcast Sport et Nutrition. Alors, il a un autre podcast, Kilomètre 42, je l'ai jamais écouté, je peux pas vous dire si c'est bien ou pas. Sport et Nutrition, c'est très sympa. Et en plus, Bertrand avait eu l'intelligence de faire le podcast avec Sébastien Diffenbrom, où tout est absolument sourcé et complètement impossible à démonter. Et puis après, il avait invité aussi une athlète qui avait été végane, puis qu'on était un peu revenu, qui nous explique pourquoi, il y avait rien de méchant. Mais malgré tout ça, les gens se sont permis, comme d'habitude sur Internet, d'être un peu vindicatifs avec le très gentil Bertrand Soulier. Et c'est toujours amusant, parce que c'est des gens qui n'existent pas dans le réel, en fait. Ils sont uniquement sur ordinateur. Dans la rue, il y a un silence quand tu passes. T'entends les mouches voler. Voilà, et du coup, je vous conseille les podcasts de Bertrand. Pas tous, il y en a parfois que je trouve inintéressants. Mais je dirais que la moitié du temps, je me régale. Voilà. Du coup, on a fini, on va passer à la question. Alors la question, la voici, la voilà. La question, Joseph. Le duc de Savoie est-il trop con pour s'auto-entraîner ? Écoute, sans doute, parce que depuis moi je suis arrivé dans un club de VTT, j'avais 14 ans, il y avait un entraîneur, il nous sortait 2 fois par semaine. Comprenez par là que j'arrêtais de jouer à GTA San Andreas et que j'allais faire du VTT le mercredi et le samedi après-midi, ce qui des fois me posait un cas de conscience quand même, parce que j'étais en train de réaliser des tueries de masse, des génocides sur GTA San Andreas, et c'était l'heure d'aller au VTT, donc des fois c'était un peu dur. Heureusement il y avait mes parents pour me faire dégager de l'écran. Donc minime, c'était 2004-2005, j'ai eu un entraîneur le mardi et le samedi. C'était des entraînements groupés. À partir de 2007, on a eu des choses un peu plus cadrées en cadet, puisque l'entraîneur nous amenait à la musculation et nous donnait des exercices à faire chez nous tout seul, quand on ne pouvait pas faire un entraînement club. Typiquement, entraînement club le samedi, et le dimanche, entraînement tout seul. Et du coup, il donnait un exo 2 x 10 x 30 et tout, puis tu le faisais tout seul ou avec un copain du club qui habitait pas loin de chez toi, etc. Donc depuis 2004-2005, on va dire que j'ai un entraîneur. Je les ai eu en VTT, je les ai eu en cyclisme sur route, et j'ai eu en trail. Et systématiquement, les années où je n'avais pas d'entraîneur, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait absolument n'importe quoi, parce que moi, je suis excessif dans tous les domaines, et du coup, je n'ai pas su me cadrer, et donc à chaque fois, c'était n'importe quoi. Et donc, quand j'ai commencé à courir, après avoir fait une année complètement débile en 2014, qui évidemment a vu un lot de blessures exceptionnel, et bien en 2015, j'ai été entraîné par Mathieu Bonan, qui est dans le sud de la France, qui m'a remis un peu en forme. Et puis du coup, en fin d'année, une fois que tous les bobos étaient écartés et que la forme avait été retrouvée, avec Mathieu, on a fait top 15 au championnat de France, on a fait le titre de champion de France Espoir, on a fait la victoire à l'intégrale des causes, qui m'a valu du coup de quitter Mathieu, qui était à la fois entraîneur et créateur de team, Optima Sport, si je me souviens bien, et d'intégrer le team Adidas avec Olivier Guy. Donc tout cela était grâce à Mathieu Bonan. Et ensuite, du coup, en intégrant le team Adidas, finalement, le Patrick Bringer, qui tournait un peu autour de certains athlètes, la rencontre via Nicolas Martin, entraîné par Patrick Bringer.
Et puis finalement, la rencontre de l'homme en allant un peu chez lui et tout, parce que j'avais des affinités avec quelques Clermontois, puis finalement quelques Clermontoises, puisque ma copine est aussi de Clermont. Eh bien, le Patrick Bringer est resté. Puis voilà, depuis 2016, il est à la tête des entraînements du co, va-t-on dire. Et alors, pourquoi le garder? Bonne question. Parce qu'il faut nourrir la bête, hein. Il me coûte de l'argent, même si évidemment il y a le duc tarif qui s'applique. Alors, raison numéro 1. Raison numéro 1, je ne m'entraîne pas moi-même parce que, comme je vous l'ai dit un petit peu en introduction, je n'ai absolument aucun diplôme. Et ça veut dire que même si j'en suis à ma 16e année, donc je compte depuis l'année KD1, 16e année de sport à plus ou moins haut niveau, parce qu'en KD1, je faisais les Coupes de France VTT. J'ai évidemment appris des choses en 16 ans. Mais peut-être, tu vois, n'ayant pas eu la formation scolaire, peut-être, en m'auto-entraînant, pourrais-je passer à côté d'une énorme banalité, et puis en fait, qui me porterait préjudice. Alors typiquement, quelque chose qu'on faisait pas avec Patrick, parce que il est pas là pour contrôler ça, forcément, lui il est dans un entraînement un peu... C'est un peu différent de ça, voilà, il peut, si tu veux, il est pas là pour te féliciter toutes les semaines en se connectant à Strava et en regardant que t'es bien réussi, puis bon, maintenant il y a l'application d'Olio, donc en fait il regarde certainement l'évolution de mon RPE, il regarde les commentaires que je mets, hein, des fois il me répond, je suis assez étonné. Mais il passe, tu vois, il passe en coup de vent comme ça, tac tac, donc il faut que ce soit tout sous ses yeux, et il a pas le temps d'aller fouiller. Et en fait, quelque chose qu'on faisait pas les années d'avant, c'était compter les kilomètres chaque semaine. Et ça, c'est un truc de routier. Parce que le routier, pour faire évoluer sa charge, le coureur sur route, il ne peut que comptabiliser les kilomètres, alors un petit peu les intensités aussi, mais si tu veux, il n'a pas la variation du dénivelé. Quand on s'entraîne pour faire des 10 km sur route, on n'a pas spécialement besoin de croiser les sports. On n'a pas forcément besoin de faire du vélo. Putain. Et du coup, on évalue la charge uniquement par rapport à la course sur route qu'on réalise. Et donc, un peu l'intensité. Le RPE est une bonne idée pour le coureur sur route. Mais surtout, l'augmentation du kilométrage. Vous ne verrez jamais un coureur sur route faire 50 bornes par semaine. Et puis d'un coup, se dire, tiens, je vais en faire 160. Ça n'existe pas. D'ailleurs, le jour où ils font ça, en fait, ils se blessent. Et moi, j'avais ce problème depuis le début que je courais. En fait, j'avais tout le temps des périostites. Et j'avais attribué ça à ma technique de course lamentable. Voilà. Et puis en fait, l'an dernier au club, donc c'était l'an dernier mon premier hiver où je suis allé au club de manière assez systématique, c'est-à-dire 2 fois par semaine, voire 3 fois, club d'athlétisme. Et eux, ils comprenaient pas pourquoi j'avais des périostites. Ils me disent, mais ça, c'est une blessure de débutant, en fait. Une fois que tu t'en es fait 1 ou 2, derrière, t'en as plus, quoi. C'est terminé. Je dis, mais vous déconnez ou quoi? Moi, c'est tout le temps, chaque année et tout. Et en fait, pour eux, ils comptent chaque semaine le kilométrage, et si une semaine, ils en font 70, la semaine d'après, s'ils veulent augmenter un peu la charge, ils vont en faire 80, 85... Peut-être chez des gens doués un peu plus, mais voilà, on va éviter de trop faire bouger la charge de 10-20% d'une semaine à l'autre. Et c'est pareil, quand on décharge pas comme un cochon, ou alors si on décharge en faisant une semaine, par exemple moi pour l'UTMB, il m'est arrivé de faire des semaines, il faut compter le dénivelé, mais à 150-200 km, et la semaine d'après, tu récupères, parce que t'as fait un truc de fou, donc tu fais 30 ou 40 bornes. Le souci, c'est que si derrière tu refais une semaine à 200 bornes, ça va commencer à ressembler à n'importe quoi, et après la périostite arrive, voilà. Donc ça, en fait, c'est des bases, quand tu démarres la compréhension de l'entraînement, on parle de kilométrage par semaine, par exemple, et vu que Hugo Ferrari, il a jamais assisté à un cours sur l'entraînement, il le savait pas, et vu que Patrick, il est plus là pour me dire, on va faire 2 heures avec tels exos, tu vois, affiner la forme comme ci, comme ça, le seuil, ok, mais plus dans telle partie, voilà, puis après tu feras un peu de chaise, puis après ceci, puis après cela. En fait, il est pas là pour les banalités qui sont de compter les kilomètres en semaine, donc on faisait tous les deux un peu cette erreur. Donc voilà pourquoi je ne m'auto-entraîne pas, voilà un exemple concret. Plutôt que, il suffit d'y croire.
Non mais t'as une post-it et il suffit d'y croire et ça va passer. Et le mec fait 20 000 vues sur YouTube, c'est lamentable. Alors, petit 2, parce qu'il y a des parties là maintenant. Petit 2, chapitre numéro 2, verset 8. Selon la Bible et l'Évangile, s'auto-entraîner, c'est s'auto-caresser. Aïe. Ouais, je sais. Ouais, je sais, vous vous entraînez vous-même pour la plupart qui m'écoutez. Et là, je suis en train de dire que vous vous caressez et ça vous vexe. Ah, vous êtes vexé là. Mais c'est un peu vrai quand même. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on s'auto-entraîne ? On a souvent un ego surdimensionné. Et ceux qui ont un ego qui n'est pas surdimensionné sont relativement faibles. Et la plupart du temps, vous êtes satisfait de ce que vous faites. Même si vous faites des choses pas terribles, vous êtes plutôt content. Comme le soir, vous rentrez du boulot, vous faites « Ah putain, ça va, j'ai passé une bonne journée ». En fait, non, votre journée était relativement banale, voire même affligeante, mais vous êtes satisfait. Voilà, c'est une phrase un peu à l'emporte-pièce. Puis vous êtes content, puis vous vous couchez, puis vous faites pareil le lendemain. Et quand on s'auto-entraîne, c'est un peu pareil. On part comme ça, tac, tac. Alors, hop, on prend un papier, un stylo, on écrit les entraînements de la semaine. Et puis, en fait, rapidement, ça converge uniquement vers ce qu'on aime. Alors, ça va dépendre des gens, mais très souvent, qu'est-ce qui se passe en plus dans les efforts d'endurance ? C'est que ça converge vers ce qu'on aime faire, c'est-à-dire des sorties longues avec des beaux paysages, voilà, 3-4 heures en forêt le samedi, etc., etc., etc. Puis la semaine, bon, on sort un peu, mais avec le boulot, c'est un peu chiant et tout. Puis du coup, les intensités, bon, bah c'est bon. Puis de toute façon, il y a des mecs qui font 100 000 vues sur YouTube et qui vous expliquent que pour être performant en ultra, l'intensité, c'est pas nécessaire. Écoute, moi, sur la ligne d'arrivée, je vois qu'il y en a quand même quelques-uns, ils pourraient mettre un peu d'intensité, ça leur ferait pas de mal. Mais voilà, donc, quand on s'auto-entraîne rapidement, tu vois, plus les semaines passent, et plus vous vous enfermez dans votre propre prisme, voilà, j'ai placé prisme, votre propre schéma, et vous vous caressez un peu dans le sens du poil, mais de manière légère, hein, donc on le voit pas faire. Voilà, donc la première semaine, ça va être hyper rigoureux, hyper ceci, hyper cela, vous allez faire des gammes avant de faire des entraînements intensifs, vous allez mettre une ou deux séances longues, et puis la semaine numéro 2, bah, vous avez vu qu'en fait, vous étiez un peu fatigué pour faire de votre sortie longue, parce que vous aviez fait peut-être un peu trop d'intensité, donc finalement, vous allez commencer à diminuer les intensités, et puis petit à petit, bah, en fait, vous allez juste faire des sorties longues et récréatives. Alors, j'exagère, évidemment, je grossis le trait, mais vous voyez un peu, à chaque fois, on s'entraîne tout seul, et puis, au fur et à mesure du temps, qui plus est, si vous n'avez pas de partenaire d'entraînement, donc vous êtes non seulement vous entraînez seul parce que, enfin, vous décidez de votre entraînement tout seul, mais vous le réalisez tout seul. Et vous êtes sans arrêt à votre allure. Là où le coach intervient, c'est qu'à un moment donné, il vous demande de faire un exercice, et en fait, vous n'auriez peut-être pas forcément fait cet exercice. Voilà, c'est le mardi soir, vous aviez prévu un entraînement un peu intense, puis vous vous dites, bah tiens, je vais faire 2 fois 8 fois 30-30, alors encore une fois, hein, je caricature énormément, et puis vous dites, bah c'est bien, c'est de la vitesse très intensive, à plat, voilà, c'est super, j'ai fait une séance d'intensité, c'est génial, et vous allez partir sur ce schéma, etc., etc. Et en fait, le jour où vous avez un coach, le mec vous dit... bah mets un cardio et tout, alors il vous regarde faire votre séance et il vous dit bah putain le cœur monte pas trop, c'est bizarre et tout, falloir te rentrer un peu plus dedans. Donc déjà vous avez quelqu'un qui a un œil extérieur qui vous dit que en fait quand vous faites une séance intensive vous avez tendance à vous caresser un peu et vous allez pas très vite. Donc là vous êtes un peu vexé, mais c'est vrai que c'est les chiffres et c'est un peu la réalité. Et puis il vous dit bah en fait 2 fois 8 fois 30-30 c'est un truc d'enfant et tu vas en faire 3 séries, toi tu vas faire 3 fois 8 fois 30-30. Donc là, le mec vous sort un peu sortir de sa zone de confort. Donc c'est autre chose que prendre une douche froide, hein, rajouter une série comme ça. Et ça fait un peu plus progresser. Et voilà. Et c'est comme ça un peu pour tout. Par exemple, vous faites des sorties longues. Bah alors, le cas de figure, c'est que souvent, quand vous êtes tout seul, vous faites des séances intensives qui ne sont pas assez intensives et des sorties longues qui sont trop intensives. Et du coup... il n'y a pas vraiment d'écart d'allure dans vos entraînements, donc ça marche un peu moins bien. Normalement, ce qu'il faut faire, c'est sur les séances intensives, être hyper agressif, parce qu'on est dedans, voilà, bon, bah évidemment, après vous avez toujours le forcené qui va à la blessure. Et sur les séances d'endurance, bah, il faut pas non plus faire 4 heures de marche, encore que, ça dépend d'où vous partez, il y a des gens pour qui
Une sortie longue, ça va être randonnée 6 heures en forêt. Parce qu'ils font 90 kilos, et s'ils commencent à descendre un KV en courant, bah, la semaine d'après, ils ont mal aux genoux. Bah oui. Et du coup, le week-end, bah voilà, la sortie endurance, on calibre avec l'entraîneur. Alors ça peut être une zone cardiaque cible, mais il faut être suffisamment intelligent pour ne pas faire la moyenne sur la sortie, mais définir une zone cardiaque cible à plat, une zone cardiaque cible en montée, et en descente, vous en foutez. Vous allez pas faire de la FC Max en descente. Faut arrêter de me prendre pour un con. En descente, déjà, si vous regardez votre montre, c'est qu'il y a un problème. Là, vous allez pas assez vite. Et puis, vous allez vous faire mal. Donc, voilà. L'entraîneur, il est là aussi pour te botter un peu les fesses et te forcer à sortir. Alors, évidemment, il y a 3 personnes qui m'écoutent et qui sont des stakhanovistes et qui n'ont pas besoin de motivation extérieure pour se faire énormément de mal à l'entraînement. Mais c'est pas la majorité des gens. Par exemple, moi, demain, si je veux travailler mon seuil en côte ce week-end, bah, je vais me mettre sur ma montée type, et puis je vais faire 4 fois 8 minutes. 4 fois 8 minutes, voilà, on arrive à peu près à 35 minutes d'effort, parce que quand on attaque à redescendre après, enfin bon, bref. Et c'est plutôt bien pour le seuil et tout. Et puis en fait, Patrick, il va me laisser faire ce 4 fois 8 minutes, puis après il reprend la main sur l'entraînement, puis il dit bah non, non, en fait on va faire 5 fois 10 minutes. Et bah déjà c'est une rep de plus, chaque rep elle dure 2 minutes de plus, donc l'entraînement est plus dur. Mais tu vois, moi, en fait, tout seul, je me serais dit, bah tiens, 4 fois 8 minutes, ça c'est bon, ça suffit, pourquoi en faire une 5e, y a pas forcément besoin, tu vois, je me serais réconforté comme ça. Et hop, le coach, intervention extérieure du coach, 5 fois 10 minutes, tu vois. Alors, on s'auto-caresse et on s'enferme dans des schémas qui nous vont bien dans le sens, voilà, où je me fais pas trop mal à l'entraînement, mais il y a le cas inverse. Quand vous vous entraînez tout seul, et depuis l'avènement de Strava, c'est catastrophique. Il y a l'effet inverse, c'est-à-dire que vous programmez une compétition, et là vous faites les barbeaux sur Instagram, vous mettez des photos, ouais, objectif machin truc, bidule, mais ça c'est des mots que vous avez lus dans l'équipe magazine, quand un vrai sportif parlait de ses objectifs, et vous les ressortez, mais vous êtes incapable de faire une phase d'affûtage. En fait, voilà, vous ne voulez pas faire moins d'heures d'entraînement, moins de kilomètres à l'entraînement, parce que ça fait bien sur Strava, ça fait des gros chiffres, ça fait des gros stats. Et puis après, vous faites une course de merde, mais vous dites, ouais, je me suis bien battu, et puis en fait, j'ai un travail, j'ai une famille, donc voilà, vous sortez là, hop, le tiroir à excuses, là, vous fouillez dedans, là, alors, qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Alors, l'excuse du gosse, putain, j'ai déjà sorti la semaine dernière, merde, je peux pas, merde, attends, la femme malade, ah ouais, putain, ma femme est malade, ah ouais, ça c'est une bonne excuse, ah, le patron chiant, ah ouais, j'ai pas fait le patron chiant, là, au boulot, là, allez, je vais sortir cette excuse. Donc voilà, vous trouvez tout un tas d'excuses pour dire qu'en fait, vous avez fait une course un peu bof, mais que vous êtes bien battu, et puis finalement, l'essentiel est d'être finisher. Alors que 2 semaines avant, ou même 3 mois avant, ouais, je me suis inscrit à telle course, c'est mon objectif annuel et tout. Puis en fait, le mec est 692e, il cote à 390, c'est affreux. Alors que, il s'envoie des sorties d'entraînement qui lui laissaient présager à mieux. Mais vu qu'il a refusé de se reposer, parce qu'à un moment donné, en fait, le sportif qui réussit, alors... j'emploierais pas forcément le terme de haut niveau, parce que finalement, n'importe qui peut faire du haut niveau. C'est-à-dire que quelqu'un qui cote toute l'année à 500, par exemple, donc un niveau moyen, sur sa course objectif, peut-être qu'il va être capable d'aller chercher un 580. Bon, sauf si, comme d'habitude, les cotes ont été rabaissées depuis 1 an ou 2, là. On a des exemples frappants. Voilà, j'ai les copies de page d'écran. Ça fera plaisir à Théo d'Etienne, ça. Et... vous avez des gens qui ils ont un niveau ils ont le niveau de monsieur tout le monde, mais parce qu'ils ont bien préparé la course, bien préparé l'événement, en faisant des entraînements plus durs à certains moments, en faisant une vraie phase d'affûtage, de repos, en faisant du jus, en se privant. Le week-end d'avant, tu te prives, toi. Tous les samedis, tu t'entraînes 2h30 en trail,
Et ben, la semaine avant le 42 km du Ventoux, et ben le samedi d'avant, tu fais un footing de 45 minutes. Parce que tu récupères, parce que tu fais du jus, ceci, cela. Et il y en a, ils vont dire, non, mais c'est bon, si je fais 2 heures un peu cool, c'est bon, ça suffit. Et puis celui qui va se dire, non, 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 mais moi je récupère, je fais juste un petit footing, voilà, puis après je m'automasse, je m'étire, etc., pour être vraiment chaud. Bah lui, il va niquer les autres. Voilà. Donc, le coach, il est là pour parfois... Parce que c'est comme quand on demande, ouais, quelle est ta semaine type? Mais ça n'existe pas, une semaine type. Il n'y a pas. C'est en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est dans un bloc volume. Moi, tout cet hiver, je fais un bloc vitesse. Voilà, le truc va durer 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Alors oui, du coup, pendant 3 mois, les séances vont se ressembler, mais à des moments, il y aura des semaines de récupération, d'assimilation. Et puis en fait, à un moment donné, on a fait purement la VMA. À un moment donné, on a fait purement le seuil haut, etc., etc. Donc c'est pas les mêmes semaines, c'est pas les mêmes semaines type. Puis après, on va faire des volumes, du volume pour l'UTMB en juin. Enfin voilà, tu vois, tu prends l'année, il y a rien qui se ressemble. Et du coup, quelle est ta semaine type? Bon, là déjà, quand quelqu'un te pose cette question, tu sais qu'il s'entraîne mal. Donc voilà, le coach, il est là pour te botter le cul quand il faut faire une grosse semaine, que ce soit en termes de volume ou en termes d'intensité. Donc là, par exemple, moi, cet hiver, il est là pour me rappeler à l'ordre sur les intensités. Et typiquement, ça fait 2 semaines qu'il me dit, Hugo Ferrari, est-ce que s'il te plaît, tu peux remettre ton cardio à l'entraînement, parce que j'en ai marre, là, tu quantifies rien, ça m'énerve. Ok, donc là, ça y est, je l'ai fait. Et ensuite, quand je préparerai des ultras, en fait, le coach sera là pour dire, ouais, t'as fait 6 heures aujourd'hui, c'est bien, mais en fait, j'ai envie que t'en fasses 8 demain. Toi, t'es là, tu dis, ah, mais je suis fatigué, en plus, il fait chaud. Et il dit, va à l'ombre. Ok, merci, j'y avais pas pensé. Voilà, donc le coach, il est là pour te mettre un petit coup. Et il y a aussi, vous savez, quelque chose que je dis souvent, c'est qu'en fait, l'entraîneur, tu le payes. Sauf s'il est un peu idiot. Mais normalement, tu le payes. Et vu que tu le payes, tu te dis, bon, là, j'ai lâché, je sais pas, 2 EP, c'est à peu près 80 balles par mois. Donc tu sors 80 euros, bon, tu dis, ok, là, il m'a envoyé un programme, je vais le faire, en fait. Et je vais pas... Tu vois, vu que t'as payé, en fait, vu que t'as payé, tu fais. Par contre, si c'est gratuit, tu fais pas trop et tout. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de... Voilà, tu délègues ta motivation. Tu dis, non mais attends, ça fait 6 mois que je paye le mec tous les mois, là, non, c'est bon, là, il m'a mis 2 heures d'entraînement vendredi soir, il pleut, bon c'est bon, là, passe-moi le kawaii, là, en plus je l'ai acheté pour l'UTMB, je m'en suis jamais servi, là, passe-moi le kawaii, là, c'est parti, là. Donc voilà le rôle, en fait, de l'entraîneur. C'est vrai que si tu t'auto-entraînes, bon voilà, s'il pleut, tu te dis, oh non, mais c'est bon, il pleuvait déjà hier, puis en fait, tu sors plus, voilà. Raison numéro 3, mon entraîneur est rigolo. Voilà, Patrick Bringer est drôle, c'est un poète. Et en fait, tu reçois pas un plan d'entraînement, tu reçois un poème quand tu... Alors plus maintenant, parce qu'il utilise l'application Nolio, mais avant d'utiliser Nolio, c'était avant 2019, François? Ouais, avant 2019, je recevais des Word. Alors, est-ce que je les ai encore? Attendez, je regarde. Tac. C'était des Word. Et en fait, quand il te parlait d'une petite séance, oh putain, je les ai encore. Oh putain, j'ai tout. Oh, c'est exceptionnel. Ah, j'irai taper dedans. Ah, attendez, le patron de Nolio veut regarder les magnifiques Word que je recevais. Tu les as jamais vus? Tu les as jamais vus? Regarde, attention. Alors, attends. Ouais, ici que le physio home trainer et foncier ski en 2018. Oh, voilà, ça devait envoyer la sauce. Ah, putain, ouais, ski de fond, hein, machin, un truc, voilà, on recevait ça. Moi, je mettais mes commentaires à côté. Ah, faudra que j'en posterai sur Patreon, tiens, on fera un petit requiem. Ouais, c'était magnifique. Et donc, des fois, c'était de la poésie. Alors, même sur Nolio, hein, si je me connecte, bon, là, c'est pas trop sexy ce qu'on fait en ce moment, mais quand tu balances des week-ends, je vais vous donner des exemples, ce sera plus parlant. Cela, ouais, il m'a écrit quoi? Ouais, il écrit pas trop, là, vu qu'on fait pas trop de sorties. Ah si, remarquez, attendez, demain. Terrain trail pas trop dur, tac, dans boss, chlore, 20 minutes, hop, si ça répond, machin. Donc voilà, tu vois, il y a un lexique de l'entraînement. Excellent, j'adore. Et hop, avant muscu, donc là, il a rajouté 1 heure de footing avec 7 km à 15 à l'heure.
C'est plus du footing, et il écrit quand même footing, c'est horrible. Voilà, bon, tu reçois, en fait, c'est une poésie, quoi, c'est une poésie. Et, si tu veux, quand tu t'auto-entraînes, il y a des choses que tu ne mettras jamais dans un plan d'entraînement. Et ça, Nicolas Martin l'a dit, il a dit, mais des fois, en fait, lui, il ne peut pas, il n'ose pas envoyer à certains de ses athlètes ce que Patrick nous a parfois envoyé. Alors, je vais citer 5, vous avez un top 5, attention, c'est parti. Alors, à la 5e place, à un moment donné, il m'avait demandé, c'était en 2019, de faire un cycle pour UTMB, 12 000 mètres de dénivelé sur 4 jours. Et en fait, moi, vu que je suis un immense débile, dès le premier jour, j'ai fait une sortie de 55 km et 5000 mètres de dénivelé. Voilà. C'est un peu comme... vous savez, Mathieu Blanchard, là, il nous a parlé de son entraînement en descente. Donc, il monte en télécabine et il descend pour faire des journées à peu près 5000 mètres de dénivelé négatif. Peut-être même plus, je crois. Et ben moi, j'ai fait pareil, sauf qu'il n'y avait pas de télécabine. Voilà, ça c'est... 4e anecdote. J'ai passé un 10 km sur route en 33 minutes, mais il était en descente. Sur la descente du Relais du Chat. Voilà, 18 km/h, magnifique. 3e, bon ça à la limite, pourquoi pas. 3e, ça c'est sûr, ça aussi c'est podium. Dernier bloc avant l'UTMB 2021, qui s'était très très bien passé, mais j'étais parti un peu vite, donc j'avais gâché le truc. Sur le podium, je participe le dimanche aux 42 km des Valto Summit Games. Donc un 42 km et un peu plus de 2000 mètres de dénivelé en haute altitude, parce qu'on était entre 2000 et 2900 mètres d'altitude, donc un truc un peu difficile. Le lendemain de ce maratrail, donc un maratrail, c'est un peu exigeant, hein, il y en avait pour 4h30, 5h d'effort, je sais plus. Le lendemain, 11 heures de vélo. 11 heures de vélo, 220 km, 6500 mètres de dénivelé. Voilà, une bonne sortie de vélo. Autour de Tignes, donc ouais, d'où le dénivelé en fait. Donc j'avais fait 2 fois le Cormet de Roseland, j'avais fait la montée aux Arcs, une autre montée à un bled totalement inconnu, puis après j'étais remonté vers Tignes, je sais plus si j'ai fait 10 ans encore. Bon bref, boucherie. Et donc là, il y a eu un 42 km en compétition le dimanche. Il y a eu 11 heures de vélo sur la fatigue de la compétition le lundi. Et le mardi, le coach me dit, tu pars à 18h, donc j'ai passé la journée à glander, c'est vrai. Tu pars à 18h et tu fais 8 heures de trail. Donc le soleil se couche à 21h. Et là, j'ai fait 8 heures de trail, 50 bornes, 3000 et quelques mètres de dénivelé. Je suis passé 2 nuits au col de la Rocheur, au col des Fours, au niveau de Tignes. Donc c'est 2 nuits, t'es à 3000 mètres d'altitude, dans les cailloux et tout, donc une boucherie. Je suis retourné faire l'aiguille percée en arrivant sur Tignes. Il était 2h du matin. Et à 3h, j'étais en train de bouffer du roquefort et des noix, et après je me suis couché. Voilà. Vous voyez un peu le bloc. Est-ce que vous avez des entraîneurs qui vous envoient des trucs comme ça ? Alors je vais répondre à votre place. Non. Alors attendez, parce que là maintenant on arrive sur les 2 premières marches du podium. Et là j'hésite. Allez, en deuxième, parce qu'il n'y a pas de compétition, en deuxième, j'ai fait une fois l'entraînement, donc pareil, tout est sur Strava, hein, bien sûr, les profs sont là comme à chaque fois. J'ai réalisé 70 km de trail et 5000 mètres de dénivelé. Alors, le problème... Donc, attendez, je vais aller sur Strava pour retrouver. Mais c'était en hiver. Alors, qu'est-ce qui se passe en hiver autour de Chambéry ? De moins en moins, mais ça arrive encore. Parfois, il neige. Ce jour-là, il y avait une limite pluie-neige. Mais, vu que je partais de 350 mètres d'altitude et que j'allais vers 1200... et que je faisais des tours, des trucs et des machins, ben en fait, j'ai eu de la pluie à 4 degrés en bas, j'ai eu de la neige en haut, j'ai un petit peu tout eu, d'accord ? Alors attendez, je suis en train d'essayer de retrouver, ça c'était en février, puis je crois après il y avait le Covid, saloperie. Donc, voilà, Cannes-sur-Mer, qu'est-ce que je foutais à Cannes-sur-Mer ?
Donc, 70 km de trail, et qu'est-ce qui se passe? Ah putain, oui, c'était en mars. Le lendemain, 8 mars 2020, non, ça devait être là. Le lendemain, je réalise un semi-marathon sur route. Est-ce que vous vous rendez compte de la violence? Putain, c'est là. Alors attendez. Oh, ça y est, j'ai retrouvé. Ah putain, j'ai le lien. Ah, je vais le mettre en favori. Voilà, je vais le mettre en favori. Vous pouvez me le demander, je vous l'enverrai. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc, nous étions le 11 mars 2020 à 7h30 à Méry. J'ai démarré une sortie. Tenez-vous bien, 9h30 d'effort, 71 km, 5200 mètres de dénivelé. Cette sortie, c'est une victoire aux 70 km de la montagnarde. Parce que non seulement c'était long et dur, mais en plus c'était un petit peu intense. Bon, évidemment, 530 kilos, 33 commentaires. Oui, si tu veux, en mars, quand tu te connectes à Strava et que tu vois qu'il y a un animal qui a fait 71 bornes et 5200 mètres alors que les autres ils sont en train de mettre des photos de ski, ça dérange un peu. Le lendemain, j'avais pas fait le semi-marathon le lendemain en fait. Le lendemain, j'avais fait récup, 10 bornes, 200 mètres de dénivelé. Et c'est donc le 13 mars, 1h17 minutes au semi-marathon. C'est-à-dire que j'étais 35-40 heures après mon effort de 70 km, donc avec les courbatures les pires possibles, et je fais 1h17 au semi-marathon. Ok ? Donc j'étais dans une forme olympique et après on a été confinés, donc voilà, j'étais extrêmement vénère là-dessus. Bref. Et maintenant nous arrivons, attention. Ah putain merde, attends, j'ai fermé Strava parce que je vais enregistrer ça aussi. Ah non, c'est bon. Nous arrivons au clou du spectacle, la première place. Alors la première place, c'est quelques mois avant, donc on était à Montreux. J'ai fait le trail. Organisé par Diego Pazos et Cédric Ayassi, donc excellent trail. Le Montreux, voilà, c'est très très joli, très beau. Allez, ça doit être par là. Et donc à l'époque, donc j'avais pas fait le grand format, hein, bien évidemment. Juillet, c'est peut-être là. 14 juillet 2019, non, ça ne devait pas encore être là. Le trail de Montreux était plutôt fin juillet. Donc j'avais fait, je crois que c'était 55 km. Oh oui, c'est là. Avec mon frère, on avait fait 52 km et 3900 mètres de dénivelé. On avait fait 6e et 8e au général. On était juste derrière Arthur Joyeux-Bouillon, René Rovera, Sébastien Camus. Juste derrière nous, il y avait eu Grégoire Kurmer, qui a gagné le Grand Raid de la Réunion juste après. Donc voilà, un top 10 plutôt de qualité. Donc on s'était sorti un petit peu les doigts du cul, comme on dit. Et on avait fait cette course, donc 52 km, 4000 mètres de dénivelé, temps de course 6h15. Et il avait plu, pas trop, mais la moitié du temps elle était sous la pluie. Donc tu vois, c'est plutôt dur quand tu fais ça. Tu vois, un peu plus de 50 bornes, 4000 mètres de dénivelé, 6 heures d'entraînement, enfin de course. Sous la pluie, donc voilà, un peu dur. C'était à quelle heure le départ ? Ça devait être vers 7h le matin. À 15h, on rentre chez nous, donc de Montreux, on a 2 heures de route pour rentrer chez nos parents à Chambéry. Et en fait, on ressort à 22h. Tu vas me dire, mais pour faire quoi, Hugo ? Parce que le matin, on a fait 52 km et 4000 mètres de dénivelé. Et à 22h avec mon frère, sous l'orage, donc là il y avait l'orage, il a plu intégralement. Pendant 5 heures, on a fait des navettes dans la montée du Malpassant pour aller jusqu'au Cire. Là aussi, je vais sauvegarder cette séance absolument magnifique. Voilà. 3000 mètres de dénivelé de 22h à 3h du matin. 6 heures après avoir fait
une compétition de 52 km et 4000 mètres de dénivelé. Voilà. Voilà pourquoi mon entraîneur, c'est Patrick Bringer. C'est parce que ça, c'est des souvenirs. Quand j'aurai un filleul qui fera le cacou, là, parce qu'il s'entraînera 3 fois 1 heure dans la semaine en course à pied, tu vois, je lui raconterai ça. Je serai vieux, obèse, sur un fauteuil en cuir. Et je lui raconterai des trucs comme ça, et il aura honte de ce qu'il fait. Ce sera bien fait. Alors, petit 4, pourquoi voilà, notre fonctionnement un peu avec Patrick, parce que malgré tout ce que je t'ai dit, mon petit Joseph, c'est vrai que je m'entraîne un peu. En fait, Patrick n'a plus totalement la main sur mon entraînement. Alors, je vais m'expliquer. On a fait beaucoup de choses, et en fait, moi, sur Nolio, j'avais tendance à remplir le calendrier en mettant « Ouais, je suis libre toute la journée, vas-y, mets des entraînements ». En fait, c'était pas tout à fait vrai, fallait que j'enregistre des podcasts, quelques rendez-vous, créer des trucs pour Patreon, machin, truc bidule, et en fait, il a fallu que Aujourd'hui, j'ai un vrai emploi du temps, qui est quand même un peu mieux, un peu plus cadré, et en fait, je suis pas libre toute la journée pour faire du sport, loin de là d'ailleurs. On est plutôt sur des créneaux entre 1 et 5 heures suivant les journées. Et du coup, j'ai réorganisé tous les créneaux. Et donc maintenant, quand je me connecte sur mon calendrier Nolio, en fait, je mets, là, je suis dispo le matin, de telle heure à telle heure, pour du running et du vélo. Et puis des fois, je lui écris. Donc là, typiquement, je vais aller passer Noël dans la belle famille et tout. Je peux pas emmener le vélo. Donc j'ai rempli les dispos. Puis j'ai bien spécifié que j'avais pas le vélo. Donc attention, voilà, quand tu vois les dispos, tu mets que de la course à pied, etc. Je suis même allé plus loin dans le sens où finalement, je me suis entouré d'un préparateur physique pour la musculation. Pilo Rosso, donc voilà, vous avez bien sûr un pourcentage pour mes patriotes, et puis les autres vous payerez le plein de tarif, ça vous apprendra à pas être patriote, et donc je mets pour Patrick, voilà, donc je vais me connecter sur mon petite interface Nolio. Donc qu'est-ce que je lui mets en toute simplicité, je lui mets mercredi matin 9h 10h30 prépa physique. Patrick, il arrive sur le calendrier Nolio, hop, il voit ça, il dit ok, bon là il va se muscler, ok, il gère. L'après-midi, qu'est-ce qu'on met ? Allez, il a mis 2 heures de vélo, donc ça c'était hier. Et puis voilà. Le jeudi, je lui avais mis des dispos, finalement il a mis un jour off, parce qu'il avait estimé que j'avais besoin de me régénérer, hein, tu vois, moi j'avais de la disponibilité pour faire un peu de sport, lui il a mis un jour off. Tu vois, c'est là aussi où l'entraîneur intervient. Le dimanche, je lui mets qu'il y a une séance numéro 2 en muscu, donc là il touche pas, il voit que je suis en train de gérer ça. Et les mardis et jeudi soir, en général, je lui propose l'entraînement du club d'athlètes, donc je lui mets tel jour, il y a 10 fois 500, enfin 10 fois, ouais, tel jour, c'est 4 fois 2 km au seuil, etc., etc. Et lui, en fait, il valide, il dit, vas-y, va faire la séance, donc il met un petit onglet club, voilà, ça veut dire qu'il valide, ou alors, il met rien, et là, ça veut dire qu'il valide pas, donc je la supprime, etc., etc. Donc en fait, il accède à un calendrier où j'ai déjà pré-rempli des trucs, parce que lui et moi, donc Patrick Bringer et Hugo Ferrari, après l'UTMB 2023, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait là ? T'as mis 23h08 au lieu de 23h38, qu'est-ce qu'on fait pour l'an prochain ? Qu'est-ce qu'on change ? Donc on a réfléchi à plein de choses. J'en ai parlé sur Patreon, avec un article un petit peu long qui faisait quand même 35 pages, voilà, mais au moins vous apprenez quelque chose, c'est un peu mieux que lire Télé 7 jours. Et vous avez, du coup, voilà, l'hiver, on a défini ça comme ça avec Patrick, on a dit, là, à un moment donné, il faut courir plus vite, maintenant. Voilà, la nutrition était pas trop mauvais, donc là, en fait, maintenant, il va falloir courir plus vite. Alors, courir plus vite, hop, aller au club. Ok, tac, je place les séances. Courir plus vite, moins de volume. Ah, on enlève un peu de vélo, on enlève un peu de ski, etc., etc. Courir plus vite, mais courir en descente. Ah, on va ajouter de la muscu. Et puis, on fera la descente Spetrail, en juin, en juillet, voilà, quand on se rapprochera du bordel. Et puis on conserve du dénivelé, etc. Du coup, voilà, on arrange les semaines un peu comme ça. Alors moi, je rajoute un truc, je mets, objectif 100 bornes cette semaine, parce que la dernière semaine, on a fait 80. Objectif 120 bornes cette semaine, parce que la dernière, on a fait 100 bornes. Ah attends, tu veux qu'on se repose ? Ah on va descendre de 20 bornes, mais pas de 40, etc., etc. Et donc, on réajuste un peu comme ça. Et du coup, tous les deux, on pilote le truc. Alors, en plus, on connecte sur mon Nolio, Nicolas Martin, parce qu'il est curieux. Mais ça sert à rien. Et on connecte Théo. Alors c'est qui Théo ? Théo de Cap Prévention, parce que lui, il m'ajoute, et du coup, j'ai vraiment plus le temps de regarder des conneries à la télé
et du coup je deviens vraiment très très intelligent, enfin encore plus qu'avant, il rajoute des séances où on... Putain. Ah oui, parce que je l'ai supprimé. Voilà, exo-pied, donc voilà, c'est des exercices de kiné en mobilisation du pied, tac tac tac, et ensuite, une fois que le pied a été bien mobilisé, donc ça c'est les trucs chiants avec les élastiques, on fait des vrais exercices de musculation, où là, voilà, tu mets le pied, donc après il y a des disques, il y a des... Voilà, pour... Enfin bref. Cap Prévention, ils font des vidéos, etc. Donc, bon, je peux pas vous le résumer comme ça. Mais voilà, du coup, voilà comment est construit l'entraînement. Et finalement, pour répondre à la question, le duc de Savoie est-il trop con pour s'auto-entraîner ? Pour faire du 100%, j'ai envie de te dire oui. Par contre, là maintenant, tu vois, en intervenant avec plusieurs personnes, on fait un truc qui est pas trop dégueulasse. Et on verra. On verra si lors de mon test à l'effort en mai ou en juin, j'ai progressé par rapport à 2022, parce que, et ça c'est amusant en fait, les gens pensent que je suis né comme ça, mais non, au début j'étais un débile, j'étais un énorme débile, et donc l'entraînement intelligent, nous le réalisons depuis 2021, j'ai commencé à réfléchir, à me dire, attends, en fait c'est pas parce que t'es dispo 7 heures qu'il faut faire 7 heures de sport. Ça c'était en 2021, vous voyez, c'est récent. 2022, qu'est-ce qu'on ajoute ? À la fin de l'année 2022, je découvre la musculation par les kettlebells. Donc là, on ajoute un préparateur physique. Et milieu d'année 2023, on ajoute le côté préventif avec Cap Prévention. Parce que moi, je faisais déjà beaucoup d'automassage et d'étirements. Mais en fait, il y a aussi... En fait, quand on court sur un pied, et quand vous faites du squat, vous musclez vos cuisses, vos fessiers. Qu'est-ce que vous musclez pas ? Les pieds. Et c'est un peu dommage parce que finalement, c'est la partie du corps la moins musclée dont on se sert le plus. Donc voilà, bref, je vous laisse un peu méditer là-dessus. En plus, les exos pour travailler son pied, vous pouvez les faire chez vous, en slip, au chaud, alors que dehors il neige ou il pleut. Donc l'hiver, c'est quand même très intéressant. Vous avez un enfant en bas âge, vous pouvez le surveiller en même temps que vous faites... vous essayez d'attraper un stylo avec vos orteils, là, donc voilà. Bon, je caricature, il n'y a pas que ça. Mais voilà, du coup, l'entraînement intelligent est assez récent chez moi, mais utile, ouais. Parce que, quand je faisais 1000 heures d'entraînement en 2018, en 2019, en 2020, peut-être que ça me permet aujourd'hui d'être plus performant, mais à l'instant T, c'était pas trop le cas quand même. Voilà mon petit Joseph, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Ah putain, je voulais le faire court, on s'est approché d'1 heure. C'est affolant ça. Allez, je vous laisse là-dessus, on se retrouve mercredi prochain pour le petit podcast de Noël. Voilà, il sera avant Noël. Et je pense qu'on se saisira de la question de Simon Duro, qui a peur de devenir obèse à Noël. Écoute Simon, moi j'ai envie de te dire, facile, on la connaît la technique. Tu dis à ta famille que t'as le Covid, hop, tu passes Noël chez toi. 2 jours après, tu passes récupérer les cadeaux, et puis c'est réglé. Voilà. Bon, on détaillera peut-être ça la semaine prochaine, où on fera un autre sujet, parce que vous m'avez envoyé beaucoup de questions très intéressantes. J'ai évidemment toutes stockées. N'hésitez pas, si vous en avez une qui vous vient. Mon mail, c'est facile, c'est mon prénom, mon nom, Hugo Ferrari, puis vous rajoutez le chiffre 20, parce que j'ai voulu mettre la taille de ma tub aussi sur mon adresse mail. Non, je plaisante, c'est parce que Hugo Ferrari n'était pas disponible. @gmail.com, voilà, Hugo Ferrari 20 @gmail.com, et puis on est bon pour les questions. Voilà, alors, j'y réponds pas tout de suite, elles sont stockées, Joseph, je pense qu'il a attendu 2 mois là, mais bon, plus c'est long, plus c'est bon, tout le monde dit ça, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.